Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. Déjà, merci d'avoir aussi bien relayé le premier épisode et d'ailleurs que ce soit pour Bola Latina, la FC Corner ou Efrica, vous avez été nombreux à nous donner des retours positifs et ça fait énormément plaisir. On ne peut donc que vous encourager à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux et sites où l'on se trouve. Nous serons toujours ravis d'échanger avec vous, chères auditrices et chers auditeurs. Pour ce numéro 2 de Bola Latina, je vous accueillerai personnellement dans mon Brésil, absolument pas natal, soyons clairs, en compagnie de Marcelin Chamois, pour vous expliquer le b.a.-ba des Estaduais, les championnats fédéraux qui précèdent le championnat national brasileiro et qui ne sont pas là pour décorer les palmiers. Non. Et puis l'on vous emmènera du côté de Santiago avec Nicolas Cougo qui ouvrira son grimoire pour vous conter l'histoire de la terrible malédiction des stades de la U de Chile. Mais avant ça, les noticias. Mexique et sa Liga MX, Gignac marque, les Tigres gagnent, Menez ne joue pas. Costa Rica, non on rigole. Mexique donc où en effet Dédé a planté et permis au champion en titre de se rattraper après son mauvais départ lors de la première journée. Pour le moment il n'y a que 2 journées de passées, alors ne nous emballons pas. Ce sont les Pumas de l'UNAM et León qui dominent les débats, suivis par 3 gros, Cruz Azul, Monterrey, les Rayados cette fois-ci, et l'América de JJ Menez qui n'était donc pas encore apte à fouler la pelouse de l'Azteca, ainsi que 2 outsiders, les Monarcas de Morelia et Tijuana. Si on ne peut tirer de grandes conclusions au bout de si peu de matchs, on peut saluer les départs canons du Cap-Verdien de Santos, Giannini, et de Nicolas Castillo, le chouchou du rédac-chef de Lucarno Posé. 4 buts chacun, c'est pas mal du tout. On saluera également la belle adaptation d'Henry Martin à l'América, en provenance de Tijuana, déjà 2 buts pour un type qui n'est pas sorti des grands centres de formation pour en arriver là, et c'est assez rare au Mexique, 2 buts et ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte le prix Steve Savidan pour lui. Si tout se passe bien, Menez jouera le prochain match, il a en effet déclaré être prêt, et vous entendrez donc parler du Mexique dans les médias français. Costa Rica, pour de vrai cette fois-ci, où l'on constate une balance migratoire positive d'internationaux ou d'aspirants internationaux, revenant donc au bercail dans le but de gagner du temps de jeu et de composter leur ticket pour la Russie cet été. Benegas et Olaños sont par exemple arrivés à Saprissa quand Junior Díaz a posé ses valises à Herediano. On continue vers le sud en Colombie, où l'Atlético Nacional et Santa Fe ont bien lancé leur année 2018. Les 2 clubs ont gagné pour leur premier match de pré-saison. Le vainqueur de la Libertadores 2016 s'est imposé 2-0 contre l'Atlético Mineiro dans le cadre de la Florida Cup. Andrés Renteria et Gerson Lukumi sont les buteurs, quand le dernier finaliste de la Liga Águila est lui venu à bout du grand River argentin qui jouait sans ses recrues Prato et Armani, c'est à préciser. Le tout pour le compte de la Copa Campeones América, 2-1 grâce à William Tecillo et Ron Paroy. Un petit lot de consolation pour Santa Fe qui pleure le décès d'Alberto Totogol Perazo, champion en 1960 et demi-finaliste de la Copa Libertadores 61. Ses 105 buts en 162 matchs en font un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Les Rouges et Blancs ont également décidé de ne pas prolonger une autre légende du club, le numéro 10, Omar Pérez, 367 matchs et 102 passes décisives, 3 titres de champion et une Copa Sudamericana. Il ne fait pas bon être une légende du côté des Cardenales en ce moment. Légende brisée toujours en Bolivie ce coup-ci, où Diego Bejarano, défenseur indéboulonnable de la sélection et de The Strongest, a filé chez les rivaux du Bolívar. On ne pourra pas dire que c'est contre son gré parce que là, c'est lui-même qui a payé sa clause de $100 000. On reste dans les Andes, mais côté péruvien, où les 2 groupes du Torneo de Verano ont été tirés au sort, plaçant ensemble l'Alianza Lima, l'Universitario Lima et le Sporting Cristal. Sacré panier de crabes, début des hostilités le 4 février. Partons un peu dans les terres au Paraguay car Chila Verte est en colère, pour changer. Cher Nelson Aedo Valdez, vous êtes une légende du Paraguay. Vous avez toute ma solidarité, faites respecter votre contrat.
Au Paraguay débarquent des étrangers à qui l'on déroule le tapis rouge alors qu'ils étaient des joueurs médiocres dans leur pays. Ils croient avoir inventé le football. Ce sont les mots de l'ancien gardien de la sélection Guarani sur Twitter. Petite explication, Nelson Valdés, international passé par Dortmund ou Valencia, si vous vous en rappelez, a été écarté du Cerro Porteño par Leonel Álvarez, entraîneur colombien. Pourtant, au regard de ses stats faméliques, cela semble logique et on peut vraiment se demander quelle mouche a piqué José pour faire cette sortie-là. Au Chili, le nouveau sélectionneur Reynaldo Rueda a été présenté à la presse ce vendredi déclarant « Les supporters doivent rester derrière leur sélection qui a déjà tant fait et plus que tout derrière ce groupe qui a tant gagné et généré tant de joie ». Franchement, réhabiliter Alexis Sanchez, Vidal, Medel et compagnie, ça se rapproche pas mal de la restauration de patrimoine national là. En Argentine, les sales histoires de Cardona et Barrios font du remue-ménage du côté de Boca. Accusés de viol par une jeune femme et de maltraitance et coups par une autre, les deux Colombiens voient bien entendu leur avenir sportif mis en suspens du côté du mythique club porteño. Leur sort sportif n'est pas encore scellé, le vice-président Rocco Ferrari ayant appelé à la patience et attendra donc la décision de la justice avant d'agir. Franck Fabra, le latéral et compatriote des deux inculpés, est également cité, mais en tant que témoin pour sa part. Un autre coup de tonnerre du côté des danseurs de tango, c'est la fin de la formule papier d'El Gráfico, un monument de la presse sportive sud-américaine. Nous les retrouverons toujours sur le web, certes, mais cela vraiment revient à voir la formule papier de France Football ou de l'équipe s'arrêter. Rendez-vous compte. Allez, une nouvelle plus légère et plus positive. Ezequiel Barcos, le feu follet de l'Independiente, récemment recruté par Atlanta en MLS, donnera un pourcentage de sa prime de transfert aux jeunes des Diablos Rojos. Il s'agirait vraisemblablement d'une somme de 800 000 € qui pourrait servir à construire 2 terrains synthétiques pour le centre de formation. Pour rester dans le thème des centres de formation, la Copa São Paulo, le trophée national des U20 qui offre traditionnellement l'année footballistique au Brésil, en est à ses dernières encablures. La première demi-finale opposera l'International Porto Alegre au São Paulo FC. Pour la seconde, il faudra attendre le verdict des quarts qui opposent Avaí au Flamengo et Palmeiras à la Portuguese. Si vous voulez, la Copa São Paulo, c'est une belle vitrine pour les jeunes pousses dont les meilleurs pourront enchaîner avec le groupe pro lors des estaduales, les fameux championnats fédéraux qui viennent de débuter. Et comme promis, nous allons vous expliquer de quoi il en retourne. No flow, desse jeito. Salve Brasil, Pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambo, tocou Neymar, é gol. Et pour parler de ce sujet, je vous invite donc chez moi, au Brésil, à Belo Horizonte. Mais qui dit Brésil sur lucarne opposée, dit également bien sûr Marcelin Chamoin. Comment vas-tu, Marcelin ? Ça va et toi? Très 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 bien. Tu es où là en ce moment ? Chez moi, à Paris. Est-ce qu'on s'est eu depuis ton voyage au Brésil ? Est-ce qu'on a fait un podcast ? Je me souviens plus. Il devait y avoir juste le tirage de la Coupe du Monde. Ah, mais oui, il y avait eu ça, c'est vrai. T'avais fait une bonne balade au Brésil, t'étais passé par São Paulo, Rio et Salvador. Ouais, c'est ça, 3 semaines avec une grosse partie à Rio surtout. Oui, et Rio où t'as vécu de sacrées émotions, il me semble. Ouais, parce que j'ai vu les deux Fla-Flou en Sudamericana, le 3-3 pour se qualifier. Du coup, ouais, au Maracana, c'était assez exceptionnel. Tu m'étonnes, t'as réussi à pas tomber dans les pommes au niveau angoisse scénario. Très stressé au début du match, et après, bizarrement, un peu moins. J'étais tellement dans le match que j'ai stressé après, on va dire. Mais non, c'est bien passé, et ouais, ambiance de folie, quoi. Alors aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, voilà. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet, d'une partie de la culture footballistique brésilienne importante. Ce sont les estaduales, c'est-à-dire les estaduais au pluriel en portugais. Ce sont les championnats d'État. C'est-à-dire que, pour rappeler le fonctionnement du Brésil, le Brésil c'est une fédération
comme les États-Unis, et d'ailleurs les États-Unis du Brésil, et non pas du tout d'ailleurs, c'est la République fédérale du Brésil. Enfin bref, c'est un État fédéral qui est composé de 26 États qui ont un assez haut degré d'autonomie, encore une fois, comme aux États-Unis, qui est un peu le premier exemple qui vient en tête quand on parle de fédération. Et le football fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une confédération nationale, la fameuse CBF, qui gère la Séleção et les championnats professionnels nationaux comme le Brasileirão, la Série B, C et D, qu'on couvre sur Lucarne Opposé, qui ont lieu de mai à décembre. Et dans l'autre partie de l'année, puisque mai à décembre, en fait, c'est qu'une moitié de l'année, il y a donc les championnats estadual, ou estaduais au pluriel, qui ont lieu de janvier à avril et qui comportent également leur propre division. Voilà, ils ont leur propre autonomie. C'est-à-dire que vous allez avoir, le Carioca, voilà, on en parlera après, mais voilà, pour l'état de Rio, l'état de la ville de Rio de Janeiro, le championnat s'appelle le Carioca. Nous avons donc la première division Carioca, seconde division Carioca, troisième division Carioca. Ce qui donne parfois des situations un peu particulières, comme par exemple j'ai en tête la situation du Guarani, qui est un des clubs de Campinas dans l'état de São Paulo, où le Guarani est en troisième division, est en seconde division nationale, mais en troisième division estaduale. C'est-à-dire qu'on peut être moins bien classé au niveau régional qu'au niveau national. Je me demande si ça n'a pas été le cas de la Portuguesa à un moment aussi dans l'état de São Paulo. Ah oui, ouais, sûrement, ouais. Donc, enfin voilà, pour vous faire une petite idée, c'est comme si la moitié de l'année, comme si voilà, le championnat de Ligue 1 se déroulait que sur une moitié d'année et que sur l'autre moitié d'année, le PSG jouait un championnat très sérieux, avec l'équipe première, contre les différents clubs qui forment la Ligue d'Île-de-France, que ce soit des clubs de Ligue 2, de National, de CFA. Même chose pour Marseille pour la Ligue je sais pas, c'est quoi la Ligue là-bas? C'est Ligue PACA, non, j'imagine? PACA, ouais, PACA. Voilà, enfin même chose pour Bordeaux en Aquitaine, Caen chez les Normands, enfin voilà. Et voilà, donc ce serait une phase comme ça, il y aurait la domination régionale qui se jouerait, et l'autre partie de l'année, vous avez le championnat national. Alors comment il fonctionne? Voilà, alors chaque estadual, comme vous l'a dit, est indépendant, et leur fonctionnement diverge. Et diverge, c'est beaucoup. Pour la plupart, en fait, le système consiste en une phase de championnat qui varie selon les États, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a des championnats à 12 équipes, d'autres où ça va être des groupes de 4, différents groupes de 4, suivis, comme une Ligue des Champions, par exemple, ou une Libertadores, suivis d'une phase de play-off, ou d'une Liguilla, comme disent les Mexicains, donc avec des matchs aller-retour qui finit par désigner un champion, pardon. Mais voilà, et voilà, on va prendre un exemple bien particulier avec le Carioca, que tu connais bien, Marcelin, parce que c'est sûrement l'exemple le plus compliqué. Alors, comment fonctionne le championnat Carioca, Marcelin? Alors, il y a 16 équipes et qui sont réparties en deux groupes, mais il y a deux phases. Donc, la première, je crois que les équipes jouent contre toutes les équipes de l'autre groupe. Donc, ça doit faire 7 journées, du coup, c'est comme il y a deux groupes de 8. Et ensuite, les deux premiers de chaque groupe se rencontrent en demi-finale puis finale. Donc, ça, c'est la première phase qui s'appelle la Taça Guanabara. Et ensuite, il y a une deuxième phase où cette fois-ci, ils jouent contre les équipes du même groupe. Et là, c'est la Taça Rio, pareil, avec demi-finale et finale ensuite. Et les vainqueurs de la Taça Guanabara et de la Taça Rio se rencontrent ensuite pour la grande finale. Mais il y a aussi une première phase où les équipes qui ne sont pas les plus grosses équipes, donc Flamengo, Fluminense, etc., jouent pour se répartir dans les groupes, il me semble. Ouais, ça c'est nouveau, mais il y avait déjà une première phase qui a commencé dès 2017. Et là, du coup, il y a effectivement un troisième groupe où c'est des petites équipes qui vont s'affronter entre eux. Et pour la suite, je sais même plus comment ça va se passer en fait avec ce groupe X, ils l'ont appelé. Et je sais plus exactement, je sais pas si tu sais comment ça va. Il me semble que ça les répartit dans les deux groupes avec les deux autres gros, mais j'avoue que voilà, je précise, le Carioca est le championnat le plus compliqué. Il est tellement compliqué que même les administrations des gros clubs se plaignent. Là, je crois que c'était le président de Botafogo qui parlait récemment et qui se plaignait de certains changements de calendrier, d'horaire
Et ou de particularité, par exemple, à partir de cette année, on peut y effectuer 5 changements. Vas-y. Même la formule change tous les ans quasiment. Il y a toujours cette histoire de 2 groupes, mais à chaque fois, il y a une petite particularité pour la nouvelle édition. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est exactement ça. C'est comme s'ils se sentaient obligés d'innover pour je ne sais pas. Je n'arrive pas trop à savoir pourquoi ils se sentent obligés d'innover. Enfin voilà, il y a une grande instabilité, mais en tout c'est très particulier au championnat de Rio. Les autres championnats sont un peu plus stables. Il y a aussi une particularité à Rio, il me semble, c'est que si le champion est le même dans la Tassa Guanabara et la Tassa Rio, il est élu, il est sacré champion d'office. Je me trompe? D'habitude, c'est le cas, mais cette année, non, parce qu'il y a du coup cette histoire de groupe X. Alors, je crois que si, il y a une équipe qui gagne les 2 championnats, enfin les 2 phases, les 4 meilleures équipes, à part, du coup, le champion, s'affronteront en demi-finale, finale et là, le vainqueur seulement affrontera celui qui a gagné, les 2 phases. Il me D'accord, semble que donc cette année, ça marche comme ça. c'est rajouter des matchs pour rajouter des matchs, quoi. Ouais. Donc, Parce que sinon, ça donc leur fait voilà. pas de finale, en même temps que les autres, championnats d'État. Et d'ailleurs, en parlant du championnat Carioca, comment il se profile cette année pour 2018? Là, ça a commencé très tôt parce qu'il va y avoir une pause, dans le championnat pour la coupe du monde. D'habitude, c'est un peu plus tard, je crois que ça a commencé, 2 semaines en avance. Donc, les clubs sont pas encore vraiment prêts, les mercatos, ne sont pas finalisés. Donc, bon, on verra, ce que ça va donner, mais, c'est vrai que ça commence très tôt cette année et on sent que les clubs, sont pas vraiment prêts. Par exemple, Flamengo, là, il y avait beaucoup de jeunes, dont des joueurs qui jouent, la Copinha, le championnat, national pour les jeunes. Donc ils avaient un match mardi, ils ont joué hier, donc mercredi, et rejouent vendredi, je crois, en Copinha. Donc là encore, le calendrier est surchargé, quoi. Oui, c'est un peu la particularité des clubs brésiliens qui se retrouvent donc entre les Estadual, le Brasileirão et pour certains, puis la Copa do Brasil et pour certains les coupes continentales. C'est des équipes enfin, je crois qu'on trouve difficilement des équipes qui jouent autant de matchs par an. Ouais, ça peut faire de 80 matchs dans l'année, c'est possible si, s'ils vont loin dans les compétitions. Donc ça, ils jouent tous les 3 jours, quoi. Il y a jamais de pause, même pendant les trêves internationales, ça continue de jouer. C'est pour ça d'ailleurs que souvent ils ont des effectifs assez costauds et qu'il y a beaucoup de jeunes. Là, par exemple, tu as très bien donné l'exemple des jeunes qui sont intégrés pour pouvoir faire le nombre pour ces premiers matchs de Carioca. Et puis, en tout cas pour Flamengo, c'est vrai que cette année, je pense qu'ils vont beaucoup faire jouer, les jeunes, dans le championnat carioca. C'est aussi un moyen pour eux de tester, leur centre de formation. Et j'avais deux petites questions comme ça aussi sur le championnat, sur Flamengo et Fluminense, sur les clubs Carioca. Alors déjà, quelle est la situation de Guerrero? On rappelle le grand buteur numéro 9 de la section du Pérou, qui est un peu dans la panade avec Flamengo et qui va se retrouver sans club a priori. Ouais, ça peut finir comme ça. Il y a pas eu de décision, officielle encore, si je me trompe pas, mais c'est vrai qu'ils réfléchissent à le libérer, de son contrat, ce que reprendre avant mai et ouais, comme, son contrat s'arrête, en août, ouais, qu'il a déjà joué son dernier match avec Flamengo. Et ma deuxième question, c'était par rapport à Fluminense, où il y a une grosse crise financière, voilà, il y a plus de sous, et on vend à tour de bras, notamment par exemple Gustavo Scarpa, qui était l'un de leurs meilleurs joueurs l'année dernière, qui est parti dans un micmac pas possible à Palmeiras, où c'est Fluminense presque a dû payer des indemnités pour son départ et n'ont rien reçu en échange, hein. Il y a procès en cours, c'est une catastrophe. Ils ont aussi perdu leur capitaine Henrique, défenseur central que vous avez vu au Napoli, donc qui est parti au Corinthians. Tu sais ce qui se passe là-bas, comment elle se profile cette année 2018, parce que pour l'instant c'est la cata. Oui, il y a Diego Cavalieri aussi, le gardien depuis, je ne sais combien d'années, qui a quitté le club et qui s'est plaint, dans la presse du manque de respect, de la direction et c'est vrai que, le Fluminense, en ce moment, c'est le bordel, mais c'est souvent, dans les clubs brésiliens quand il y a un petit souci, enfin, quand il y a plus d'argent, il y a plus rien qui va, tout part un peu, en cacahuète donc ils vont s'en remettre mais c'est vrai que là, il y a plus d'argent donc ils sont obligés de vendre et
Et pour l'instant, c'est compliqué. D'accord, très bien. Bah voilà, c'était un petit point sur les clubs carioca. Mais pour en revenir aux estaduales, voilà, c'était quand même notre principal propos. Il faut bien vous expliquer, chers auditeurs, que le véritable enjeu d'un estadual n'est pas cantonné à un simple warm-up pour le Brasileiran. Voilà. Certes, on y teste des jeunes, comme on vous l'a expliqué par exemple avec Flamengo. On y travaille aussi les schémas de jeu avec les nouvelles recrues, puisque comme vous l'avez compris, il y a toute une phase du mercato des équipes qui s'effectue durant les estaduales, mais il y a quand même une question de domination régionale qui est très très forte. Moi personnellement, j'ai l'exemple des deux villes dans lesquelles j'ai habité au Brésil. La première étant São Paulo, où j'ai vécu des estaduales, des demi-finales. Oui, des demi-finales parce que voilà, globalement le championnat paulista se joue comme voilà, avec des groupes de 4. Alors attends, allez, on va le dire. Attends, le championnat, voilà, petite explication, mode d'emploi, championnat paulista. C'est vrai il est un peu particulier aussi. Il y a des groupes de 4, mais toutes les équipes se rencontrent. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs. Presque toutes les équipes se rencontrent. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des équipes qui ne sont pas dans votre groupe, mais votre qualification va être jouée entre les points pris par rapport aux 4 équipes de votre groupe. J'espère que c'est clair. Ensuite, on a quart de finale, demi-finale et finale. Mais c'est là, voilà, globalement, on y viendra après, j'ai quelques chiffres. Globalement, surtout dans le Paulista, on se retrouve avec des demi-finales avec les 4 gros, Palmeiras, Corinthians, Santos et São Paulo. Et j'y ai vécu des demi-finales à São Paulo. Il faut savoir que donc les Stadois, au moment où on est dans les demi-finales, on est après carnaval, il fait encore assez chaud, il y a une ambiance un petit peu encore festive, voilà. Et l'ambiance terrasse, on fait la fête dans la rue est encore là. Et c'est vraiment des moments où les gens sont aux fenêtres à chaque but, on entend des hurlements dans la rue, des pétards, enfin voilà, c'est des vrais derbies. Le fait que ce soit un championnat un peu moins coté que le Brasileiran n'a absolument rien à voir. Ça reste quelque chose de très important. Et dans le Minas, j'y ai vécu la même chose entre Cruzeiro et Atlético. L'année dernière, la ville s'est embrasée pour la finale, pour l'aller et le retour. C'était assez impressionnant. Et c'est quelque chose qui va durer. C'est un argument d'avoir gagné le championnat estadual. C'est un argument qui va rester toute l'année pour un supporter. C'est-à-dire que avec les gens avec qui je joue au foot, car je joue au foot, voyez-vous, qui sont donc une partie pour Cruzeiro ou une partie pour l'Atlético, toute l'année, au moment des derbies, au moment de se vanner parce que tu as perdu tel match, tu es moins bien classé, etc., il y a toujours le petit argument du oui, mais nous, on a gagné les Stadoiles. Voilà. Et l'autre peut répondre aussi, par contre, si l'autre fait vraiment une mauvaise saison et qu'il a gagné les Stadoiles, peut répondre, parfois ça arrive. Oui, enfin, c'est bien beau de gagner les Estaduales, mais quand il s'agit de Brasileiron, là, il n'y a plus personne. Ça arrive, ça, par exemple, Santos se l'est un peu pris dans la figure l'année dernière. T'es d'accord avec tout ça, Marcelin? Ouais, c'est sûr que il y a que des classicos, donc c'est là où ça va s'exprimer le mieux. Et après, bon, au niveau des championnats, tout le long du championnat, à part le Paulista où il y a quand même un niveau, parce qu'il y a quelques équipes, hormis les 4 gros, qui sont d'un bon niveau. On l'a vu déjà hier où il y a eu des surprises. Après, c'est vrai que le reste, on attend soit les demi-finales pour le championnat carioca ou les finales dans les autres États où il y a toujours 2 gros clubs dans la capitale. On attend les championnats d'État pour le week-end où il y a les finales aller et retour. Et là où c'est le feu dans tout le Brésil parce qu'il y a la rivalité. Donc c'est un match à ne pas perdre en plus comme il y a un trophée en jeu. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on parle, là, on a beaucoup parlé du Carioca, du Paulista, qui sont les deux plus gros championnats estaduales, mais on pourrait parler, voilà, les autres gros, c'est donc, on a parlé un peu de celui du Minas Gerais, le Mineirão, mais il y a aussi le Gaucho avec Grêmio et l'International. Dans une moindre mesure, il y a le Baianais et le Catarinense ou le Paranaense. Mais si on va dans le nord,
avec le Pernambucano et enfin voilà, le Cearense, etc. Par exemple, entre Cearense et vous avez généralement un derby final entre Ceará et Fortaleza. C'est des équipes qui sont dans des petites divisions. Ceará qui vient de remonter en première division, mais qui reste un petit club quand même. Et, euh, et Fortaleza qui est en troisième division, qui vient de remonter en seconde, je crois d'ailleurs. Enfin bref, euh, c'est des derbys énormes. Donc encore plus dans les États qui n'ont pas de grosses équipes à l'échelle nationale, c'est des championnats très importants parce que ça sera ça a priori le seul titre de l'année pour ces clubs-là. Salvador de Bahia, par exemple, contre le Vitoria et Bahia où ça se tire vraiment la bourre. Globalement, l'émotion, elle va surtout se passer pendant les stadoales parce que après, on va plutôt en Brasileiron, on va surtout jouer le maintien, pardon. Donc voilà, les estadoales, il faut bien comprendre que dans les États, les autres États, mais ça a une importance absolument hallucinante. Oui, et puis comme il n'y a que 4 divisions nationales, il y a des clubs qui ne jouent que le championnat estadual, donc c'est toute la saison, et donc forcément c'est la compétition la plus importante. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et enfin voilà. Et puis pour les plus gros donc qui ont aussi d'autres choses à jouer comme le championnat Brasileirão ou la Libertadores et qui du coup ont aussi d'autres casseroles sur le feu. Voilà, ça reste un objectif majeur parce que soit on parvient minimum en finale ou dans le dernier carré selon les États, hein, ce qui donne toujours, on l'a expliqué, des bons vieux classicos. Soit on se fait éliminer par plus petit que soi. Et autant vous dire que dans ces cas-là, les rivaux n'en demandent pas plus pour vous le faire payer pendant des décennies et se faire éliminer par un petit club avant d'en arriver, voilà, de rencontrer un vrai gros. Ça pour les supporters, ça peut être une vanne. Voilà, c'est bon. Là, ils payent pendant, ils prennent pour 10 ans de vannes pourries parce que vous êtes fait sortir par tel club pourra. Quoi. Enfin voilà. Mais comme on l'a expliqué, globalement, la domination des gros clubs, elle est tyrannique. Et les surprises sont assez rares. Voilà, on a parlé du Cearense et voilà, globalement, tout se joue entre le Ceará et Fortaleza, mais c'est encore plus flagrant dans les gros estaduales. Par exemple, à São Paulo, où les quatre gros, donc Corinthians, Palmeiras, Santos et São Paulo, ils représentent 95 titres sur 116. Et par exemple, depuis 90, on a connu que trois autres équipes qui ont été championnes avec Ituano en 2014 et 2002, Bragantino en 90 et São Caetano en 2004. Chez le Carioca, c'est encore plus hallucinant. Donc les quatre gros, on les rappelle du Carioca. Carioca, même les clubs Carioca qui sont toujours en crise cette année, c'est Fluminense. À chaque fois, les demi-finales ou finales, il y a les quatre gros qui se retrouvent, C'est que ce soit en hallucinant. Là, Taça Guanabara ou Taça Rio. j'ai le chiffre devant moi, donc oui, on rappelle les quatre gros, c'est Flamengo, Fluminense, Botafogo et Vasco. Ces quatre gros-là, là, ça devient costaud, c'est quand même 109 titres sur 116. Et le dernier champion qui n'a pas été un de ces quatre gros-là, c'est Bangu en 66. Donc là, en termes de domination, je crois qu'on fait difficilement mieux. Toi, t'as le souvenir d'une équipe un peu surprise comme ça Dans le championnat Carioca ou dans le championnat Carioca? un autre championnat? Et en 2007, je crois que c'est Madureira qui fait la finale, qui doit perdre contre Flamengo. Ou je confonds peut-être avec la Taça Guanabara 2007. Parce que ouais, c'est Botafogo. Non, c'était la Taça Guanabara de Madureira qui l'a fait. Mais sinon, ouais, même une finale, là comme ça, non. Du côté du Paulistan, moi j'ai d'autres. Il y a eu enfin même si le champion reste un des gros, j'ai en récent, bah, il y a eu Ituano en 2014, et des finalistes. L'année dernière, il y a eu Ponte Preta, qui est pas vraiment un tout petit club, voilà, qui est pas non plus un immense club, mais qui voilà, qui a une histoire en première division et au moins en seconde division. Et Audax, par contre, qui est vraiment Audax Osasco, qui est un club de la région enfin, un club d'une municipalité limitrophe de São Paulo, qui a été finaliste en 2016 c'était contre Santos. Oui, c'était contre Santos. Et enfin, voilà. Et pour donner d'autres chiffres, par exemple, dans le Gaúcho, où l'International et le Grêmio Porto Alegre ils dominent aussi, c'est 81 titres sur 97. Dans le Mineiro, où c'est l'Atlético Mineiro et Cruzeiro, c'est 80 titres sur 102. Enfin, voilà. C'est énorme. Voilà.
La domination, elle est vraiment très costaud. Faut dire que les moyens sont pas les mêmes. Et bon voilà. Mais après, c'est pas le même topo partout. C'est presque le même topo partout. Alors, il y a peut-être éventuellement le Catarinense qui se démarque, et encore, c'est le championnat de Chapecoense que maintenant vous connaissez tous, où là, il y a pas deux ou trois ou quatre prétendants, mais il y en a. Alors attention, tenez-vous bien, il y en a 5. Waouh! Figurez-vous qu'au moins 5 prétendants au titre, là au Brésil, c'est pour un estadual, c'est déjà là, c'est la folie, c'est la grosse concurrence. Catarinense, ou les 5, bah, pour vous les nommer, vous avez Chapecoense, que vous connaissez maintenant, vous avez Avaí, vous avez Figueirense, vous avez Joinville, et le troisième, j'arrive tout jamais à le prononcer, c'est Criciúma. 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 Je sais plus si c'est Circiúma ou Criciúma. Enfin voilà, les Tigres de Criciúma avec un maillot assez particulier, blanc, jaune et noir. Enfin voilà. Bah écoute, pour terminer, moi je voulais vraiment inviter, si vous avez la motivation un jour de regarder aller inviter nos auditeurs à regarder un match d'Estadual, en ne choisissant pas forcément une grosse affiche, parce que le charme des Estadual, c'est un peu aussi le même que notre bonne vieille Coupe de France. C'est-à-dire que vous allez avoir des équipes de petites villes de province qui vont recevoir les gigantesques Flamengo ou Fluminense. Je vous invite par exemple à regarder le replay du premier match de Fluminense, qui est contre Boa Vista, il me semble. Regardez le stade de Boa Vista, je pense il est probable que le club de CFA de votre région est pas un stade bien mieux que celui-là. Et les mecs contre lesquels ils jouent, c'est des semi-pros, quoi. Donc il y a aussi ce côté, voilà, pour rappeler, c'est pour ça, si vous pouvez regarder, c'est aussi une autre carte postale du Brésil, Brésil de l'intérieur, voilà, ça montre d'autres villes que les très grosses villes. Et c'est aussi une partie du Brésil, le Brésil des campagnes, enfin voilà. Et puis voilà, puis ça fait aussi connaître un peu d'autres clubs brésiliens. Et bien entendu, voilà, généralement dans ces clubs-là, moi je voulais terminer un petit peu là-dessus. Il y a on trouve des joueurs assez particuliers où le surnom devient voilà, il y a beaucoup de surnoms. Plus les clubs sont petits, plus les surnoms sont importants. J'en ai sectionné, voilà, petit florilège pour vous. On trouve des gens comme Manteg, le beurre. Il y a Pernan, la grosse jambe. Il y a Baby, qu'on ne laisse jamais vers le corner. Pygméou, le pygmée. Batata, la patate. Tu trouves des Jack Chan, qui doit être plutôt acrobatique. Hein. Bochèche à la joue, le joufflu. Chicletch, le chewing-gum. Sacolinha, le sac plastique. Là, j'avoue que Sacolinha, là, on se demande vraiment... je me demande vraiment où est-ce qu'il a eu son surnom. Alors voilà, c'est plein de trucs comme ça, c'est plein de surnoms très imagés. C'est vraiment un truc très brésilien. Et non, Kaká n'est pas un surnom imagé. Kaká, c'est le diminutif de Ricardo. Voilà, on évacue direct. Et enfin, je vous ai gardé le plus classe que j'ai trouvé, c'est Everton Perereca. En français, ça donne Everton Chat. Et non, c'est pas une référence au félin. Et puis aussi, avant de partir, dans les Estaduais, on y trouve aussi de vieilles connaissances, comme par exemple Cicinho, qu'on a connu au Real et à la Roma, qui joue au Brasiliennes et de Distrito Fédéral. Vous avez aussi Lucio, que les supporters du Bayern et de l'Inter de Milan surtout connaissent très bien, qui joue au Gama, aussi au Distrito Fédéral, et toujours au Distrito Fédéral, pardon. Quand on dit Distrito Fédéral, en fait, c'est Brasilia. Un dernier qui joue à Brasiliennes aussi, et ça parlera très bien aux supporters du PSG qui vont se rappeler d'un coup qu'ils n'ont pas toujours eu des Neymar à siffler, des Brésiliens à siffler comme Neymar. C'est Reynaldo, et oui, le vieux Reynaldo de l'époque Reynaldo Liuboya, etc., qui joue aussi à Brasiliennes. Un petit mot de la fin, Marcelin? Ouais, je crois que tu as tout dit. C'est vrai que les championnats d'État, ça a vraiment du charme avec les petits stades, les petites équipes et ces différences de niveau entre les gros et le reste. Et bon, tous les matchs ne sont pas tous géniaux, mais c'est vrai que ça fait partie de l'histoire du Brésil. Et même si les calendriers sont surchargés et que le niveau est pas toujours au rendez-vous, ils sont pas prêts de se séparer de ces championnats d'État qu'on attend tout le temps.
chaque année. Eh ben, écoute, c'est très très bien, c'est super bien résumé. C'était ça, c'est exactement ça. Moi, je terminerai sur cette jolie histoire d'un joueur que j'adore en plus et qui est un joueur estampillé estadois. C'est le milieu défensif ou plutôt relayeur, on va dire, de Palmeiras, Cheche, qui à la base vient de l'Audax Osasco. Donc voilà, qui était semi-pro, même pas qui était amateur, qui a été repéré lors du très beau parcours de l'Audax Osasco en 2016, qui a été recruté en 2016 par Palmeiras, qui dans la foulée joue tous les matchs de Palmeiras en championnat et est sacré champion du Brésil avec Palmeiras, titu. Et il a été encore au titu cette année, il a encore été très bon cette année. Enfin voilà, c'est une belle histoire d'un petit mec, un petit Brésilien qui jouait dans un de ses clubs amateurs et qui a profité, voilà, qui a réussi au travers de l'Estadual à trouver une carrière comme celle qu'il a aujourd'hui. C'est assez joli. Et ben Marcelin, merci beaucoup. Obrigado. Merci à toi. Et até em breve, então. Até breve. Ciao, ciao. Traversons maintenant la Cordillera de los Andes pour se poser à Santiago, où la Universidad de Chile, club mythique du longiligne pays de Pablo Neruda, continue de chasser un serpent de mer, celui d'un stade tout neuf rien que pour eux. Andale! Diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Nous allons donc parler du Chili, car on parle rarement du Chili sur Lucarne Opposée, trop rarement d'ailleurs. On l'a déjà dit à la fin du dernier podcast Bola Latina, et on va beaucoup plus, on fait le vœu de parler beaucoup plus du Chili. Je vous promets qu'on parlera plus du Chili. Ça fait combien de fois que j'ai dit le mot Chili ? On va beaucoup parler du Chili, car c'est un sujet sur le Chili. Eh bien, pour parler du Chili, autant accueillir un spécialiste du Chili, en la personne de Nicolas. Comment vas-tu, Nicolas ? Ça va, Chili bien. Elle est bonne celle-là. Allez, superbe. J'ai tout donné là. Juste petit point Chili, ça en est où le championnat en ce moment là ? Ça n'a pas encore recommencé, je crois pas. Non, ça n'a pas repris encore. On s'en approche tout doucement. C'est le mercato là. Nous semble avoir vu que par exemple Colo Colo est sur quelques joueurs qui sont au Mexique, sur Carmona de Cruz Azul notamment. Ouais, ça. Ils ont essayé un petit peu aussi de rapatrier quelques anciens plus ou moins glorieux. On avait vu par exemple Lucas Barrios qui était dans la shortlist, mais je pense que c'était plus un rêve qu'autre chose. Mais ça se muscle. Là où a fait un super coup en chopant le petit vénézuélien Soteldo là de Huachipato. Donc ça va être intéressant de le voir lui dans un club de plus grande envergure. Donc ça se muscle. La Católica se reconstruit puisqu'elle a vraiment fini un cycle assez glorieux d'ailleurs, qui s'est mal terminé mais qui a été assez glorieux. Donc écoute, ça se muscle tranquillement et le championnat arrive à grands pas. Très bien, mais trêve de digression, ma foi, tu es là pour nous parler de la Universidad de Santiago, qui est un club universitaire, un peu comme au Mexique, on a les Pumas de l'UNAM, à Lima, à Sucre. C'est à Lima ou à Sucre, l'Universitario ? J'ai un doute. Sucre. C'est à Sucre. Il y en a un à Lima aussi. Il y en a un à Lima aussi. Les crèmes, ceux qui ont un joueur crème, un maillot crème. C'est ceux de Lima. C'est ceux de Lima, d'accord. C'est le plus gros des deux, c'est celui de Lima, l'Universitario, quand on parle de l'Universitario. Oui. En fait, si on dit Universitario, généralement, on pense aux Péruviens. Et donc, aux crémas de Lima. C'est ça, c'est bien ça. Donc voilà, la U de Chile, qui est donc l'un des deux gros clubs de clubs majeurs du Chili, avec son grand rival Colo Colo. Et la U est parti pour éventuellement changer de stade. J'ai mis beaucoup de conditionnels dans ma phrase parce que tu vas nous expliquer que voilà, c'est pas si facile que ça, mais voilà, il y a un projet de nouveau stade pour la U, et il se trouve que la U et les stades,
c'est une grande histoire, et histoire avec un grand H parce que ça a une résonance nationale, voilà, politique, Ouais, nationale, sociologique. ouais. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce projet de nouveau stade? Bah, en fait, c'est un projet, alors voilà, comme tu l'as dit, c'est une longue histoire, donc on va commencer par la fin parce que ce projet, c'est le dernier en date. Il a déjà pratiquement, enfin, on va dire 3 ans et demi parce qu'il est de fin 2014. Il a été initié par, Azul Azul, hein, qui est la société anonyme qui détient, le club. Et voilà, c'est un projet qui a d'abord été, comment dirais-je? Il a fallu trouver une terre d'accueil pour, déjà, pour construire ce stade, pour, ce projet de nouveau stade de la Houe. Généralement, ça va pas avec un stade uniquement, hein, c'est-à-dire qu'il y a un complexe sportif, souvent il y a des histoires d'installation pour le centre d'entraînement et tout. Enfin, tu vois, c'est généralement voilà, un grand complexe, parfois multisport parce que, bah, comme dans beaucoup de pays sud-américains, si on veut essayer de rentabiliser, il faut faire du multisport. Et donc le premier projet, avait trouvé une terre d'accueil à une vingtaine de kilomètres de Santiago, Laguna Carén, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie locale. Et voilà, et quelques mois plus tard, ce lieu avait changé pour, eh ben, c'était plus trop possible, c'était compliqué, et ils avaient décidé de se rapprocher un petit peu de Santiago en trouvant un autre lieu qui s'appelle La Pintana, qui est une commune qui est un peu plus au sud de Santiago, mais beaucoup plus proche de la ville parce qu'elle est dans l'agglomération du Grand Santiago. Et là, donc, on était fin 2014 et il y avait un projet, dans les 3 ans, de commencer la construction du stade. Et voilà, si tu calcules vite, On est en 2014 plus 3, ça 2018, fait ça fait 4 ans voilà. déjà. Voilà, en fait, il y a toujours pas. On sait que c'est enterré, hein, très clairement, La Pintana comme lieu d'accueil. Et l'histoire du projet du stade et d'Azul Azul est ressortie, la semaine dernière. Oui, c'est ça, le 10 janvier, la semaine dernière, parce que le premier site qui avait été choisi, donc celui dont j'avais parlé tout à l'heure, Laguna Carén, on sait définitivement qu'il ne servira jamais à construire un stade pour la Houe, parce que l'université, elle, pas le club, mais l'université, en accord avec plus ou moins le gouvernement, il y avait, carrément, la présidente Bachelet qui était présente à la conférence de presse, ont décidé sur ce site de construire, une sorte d'énorme campus, où se mêlent, université, institut de technologie, entreprises de pointe. En gros, ils veulent faire la Silicon Valley du Chili sur ce site-là, et ça relance donc ce vieux serpent de mer qu'est ce projet de stade de la Houe, qui se retrouve aujourd'hui en 2018 avec, bah, la première terre d'accueil qui est définitivement abandonnée, la deuxième qui l'est plus ou moins déjà depuis plusieurs mois parce que le directeur général d'Azul Azul avait déclaré à la radio que, finalement ça serait probablement pas à la Pintana, mais qu'ils étaient en train de chercher une terre d'accueil. Et là où ça devient un petit peu plus coton, c'est que cette fameuse terre d'accueil, maintenant, ils envisagent carrément de la faire en dehors de Santiago, loin de Santiago. Donc voilà, ce projet revient systématiquement. Là, on est sur, c'est une des histoires les plus longues, hein. On est sur 4 ans pratiquement. On a vu des maquettes. Certaines ont été dévoilées, même, après. On a eu des premières photos en 2014 avec un joli petit stade bleu. Enfin voilà, c'était sympa. C'était le complexe qui était plus ou moins sympa avec les Mais centres d'entraînement à côté et tout. des photos, oui, des photos qu'on voyait, on était vraiment Ouais, pas des tu vois, très loin même du projet architectural. C'est-à-dire que c'était vraiment bah, on un était à l'état, prototype, quoi. ouais, voilà, tu sais, on était sur des maquettes d'architectes de départ qui te Mmh. montrent, voilà, Mmh tel est mh. le projet. On a eu, et 1 an plus tard, en fait, si tu veux, ça revient quasiment tous les ans, l'histoire du stade de la Houe, depuis 4 ans, depuis maintenant bientôt 4 ans. Ça revient quasiment tous les ans. En 2015, on a eu, carrément une vidéo de présentation, d'un stade qui était absolument magnifique, qui était l'un des projets architecturaux, qui avait été proposé. Sauf que voilà, on est en 2018. Les 2 sites qui ont été annoncés en 2014 sont complètement morts. Le projet, on ne sait pas trop où il va. Enfin, en tout cas, ce qui a l'air d'être le cas, c'est qu'il va se porter en dehors de Santiago, qui est un peu, un peu un peu étrange pour, voilà, le club de l'Universidad de Chile Surtout que de là Santiago. si, pour pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, Santiago, surtout que là où vraiment la universidad, la vraie université, elle se situe dans une région plutôt centrale de Ouais, Santiago. ouais, exactement. Donc c'est vraiment là, ce serait vraiment s'éloigner, partir, loin de la ville, quoi. C'est un Voilà. contre Mais nature. mais mais c'est une sorte de malédiction, hein, ces histoires de stade. Et donc du coup, là, maintenant, ils sont en train d'envisager, en fait, je pense qu'on peut on a il y a eu un papier, dans la
semaines sur je ne sais plus trop quel média chilien où il y en a il y a un journaliste qui commençait déjà à dire que c'est même pas sûr que d'ici 2040, là où est un stade, hein. Et d'ailleurs, moi, au niveau complication, et il y a aussi le fait que ce projet a plus ou moins été initié, relancé par Madame Bachelet, qui est l'ancienne présidente. Ouais. Mais il se trouve qu'elle a perdu, enfin, elle n'a pas perdu d'ailleurs, puisqu'elle s'était pas présentée, il me semble. Enfin, non, c'était pas présenté. Enfin bref, son parti a perdu les dernières élections présidentielles, et c'est Pineda, je crois, Pineda ou un truc comme ça, qui a été élu. Bachelet étant plutôt la gauche et Pineda la droite libérale. C'est radicalement opposé. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, est-ce que tu sais, peut-être que tu ne sais pas, mais est-ce que tu sais si niveau Paul ça peut jouer quelque chose? Écoute, bah, on en parlera tout à l'heure sur cette longue histoire. Il y a souvent eu des entremêlements entre, on va dire, la direction sportive de la houe et donc porteuse souvent de projets de stade et le monde politique. Là, très concrètement, c'est difficile à dire. Le projet a l'air plus privé qu'autre chose, mais là, il est vraiment passé à une étape où il est dans le flou absolu parce que les sites retenus n'existent plus. Il y a là, on est revenu entre guillemets à la case départ, c'est-à-dire qu'avant de commencer à envisager de demander des fonds pour, bah, voilà, pour le construire ou ou pour négocier l'achat de terrain, déjà là, on est revenu à l'étape du faut trouver des terrains. Généralement, les négociations, en tout cas, c'était le cas, que ça soit à Laguna Carén ou que ce soit à La Pintana, c'était généralement avec on va dire l'administration locale. Donc, il n'y avait pas forcément d'implication du gouvernement ou même du futur gouvernement. Mais c'est un vrai, ça a été à une époque pour certains politiques, on l'évoquera peut-être, un argument pour essayer de gagner des voix aux élections, d'utiliser les clubs. C'est peut-être pas plus trop le cas de nos jours. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un soutien des hautes sphères de l'État. Et juste pour préciser, puisque je l'ai sous les yeux en ce moment-là, donc le président, qui est la personne qui a gagné contre le parti de Bachelet aux dernières élections, qui donc prendra la présidence en mars 2018, c'est donc Piñera, Sébastien Piñera, et il se trouve que Sébastien Piñera détient 14% de la Sociedad Blanco y Negro qui Ok, bon, contrôle voilà. Colo Colo, le grand rival de la houe. C'est pas si ça sent bon. C'est peut-être pour ça le 2040, hein. Donc voilà, non, bah, voilà. Mais je pense qu'il y a plus trop de collusion comme il y a eu à certaines époques. Et ben justement, tu voulais, on est là pour en parler. On l'a dit, les stades de la houe et la houe, ça a quelque Ouais. chose de très important dans l'histoire du Chili. Vous vous en doutez, on va parler des années 70, 80 et du général. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu cette histoire? Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, juste pour placer dans le contexte, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est assez important, il faut juste rappeler, ce que cela signifie pour la houe de ne pas avoir de stade. Il suffit en gros, de se projeter chez nous. Imaginez le PSG ou l'OM ou en Europe, le Real Madrid, le Barça qui n'a pas son propre stade. Voilà, c'est ça qui arrive à la houe, concrètement. Alors, elle est pas toute seule, hein, au Chili, hein, parce que pour dire les choses, il y a que, 3 clubs et demi de l'élite qui ont leur stade. Enfin, on va dire 4 parce qu'on ne va pas rentrer à fond dans les détails de tout le monde. Il y a que 4 clubs, dans l'élite, c'est-à-dire la première division qui ont leur stade à eux. Les autres, louent des stades qui appartiennent, ben voilà, à l'administration, publique pour la plupart. Donc ces 4 clubs, c'est Colo-Colo, c'est la Católica, c'est l'Unión Española et c'est Huachipato. Donc voilà, il y a 4 clubs de première division et un club de deuxième division, Cobreloa, qui a lui aussi son stade. La Ils sont Católica, que je le 5 en précise, tout, qui est aussi un club universitaire. La Católica est une université Ouais. catholique et réservée, d'ailleurs, c'est assez discriminatoire, réservée uniquement aux catholiques. Voilà, il faut vraiment Ouais, être de bah, disons confession catholique pour rentrer. ouais, ouais et puis, c'est un petit peu enfin, tu vois, si on place 2 secondes sur le côté social, à Santiago, tu as Colo-Colo qui est le club du peuple, la U qui est le moyenne plus et la Católica qui est, au départ, qui était le club de voilà, de l'aristocratie, quoi. Donc, voilà, si on doit faire De là-haut. une une échelle, c'était un peu ça. C'est plus le cas, hein, de nos jours, ça existe plus trop, on va dire, hein. C'est valable partout, ça existe plus, les luttes des classes dans les stades. En tout cas, plus trop. Donc voilà, la U ne fait pas partie des équipes qui ont leur propre stade et l'histoire des stades pour la houe, sur les premiers projets, on va faire simple, le premier projet pour la houe, c'est 1937. Donc voilà, ça depuis, 71 ans, la houe
à des projets pour construire un nouveau stade. En 37, ça avait commencé avec, voilà, un complexe sportif, ce dont je parlais tout à l'heure, avec un terrain de foot, une piste d'athlétisme, un terrain de basket et tout, enfin un truc immense, qui ne s'est jamais fait et depuis 1937, il y a au minimum, et je dis au minimum parce que voilà, il y a eu au moins 7 projets vraiment annoncés, en grande pompe de construction d'un stade pour la Houe. Voilà, 7 projets en 70 ans, en 80 ans C'est même. énorme. C'est énorme, donc voilà, on en a un, je disais en 37, on en a 2 dans les années 40. Alors il y a une chose rigolote dans les années 40, c'est ils avaient pour projet, le projet de l'un des 2 projets des années 40, 1948, c'était, ils avaient même le nom du stade, c'était l'Estadio Monumental. Alors c'est amusant parce que le stade de Colo-Colo, c'est le Monumental et Les estadios monumentales qui fleurissent un peu ah, partout en Amérique ouais, du ouais, Sud. On connaît celui de Buenos Aires qui est l'antre du River. Il y a celui de Guayaquil, du bah, Barcelona. ouais, Enfin voilà, voilà. Il y a le Monumental de Lima, hein, dans lequel joue aussi, tout à fait. Universitario, Bah voilà. voilà et l'idée justement, hein, l'idée, pourquoi appeler Monumental? Parce que l'idée à l'époque, en 48, c'était, tout simplement, de construire le plus grand stade d'Amérique du Sud, hein, mais et c'était un projet de malade mental, hein. Il y avait, c'était pas qu'un complexe sportif, il y avait des casinos, il y avait un aérodrome, un circuit automobile, enfin n'importe quoi. Mais ça montre aussi un truc qui est assez commun, assez souvent, c'est que très souvent les projets de stade pour la Houe ont été des projets totalement mégalos et c'est peut-être l'une des raisons du fait que ça s'est toujours cassé la figure, au final. Parce que qui dit projet mégalo dit projet onéreux et les finances n'ont pas toujours été là et donc voilà, ça peut expliquer ça aussi et donc du coup Il faut voilà, savoir que il y a eu juste, ces si je peux faire cette précision sur le peuple chilien, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est assez paradoxal. C'est un club c'est un club, le mec qui est omnibulé par le foot. C'est un peuple, c'est un peuple assez austère. En Amérique du Sud, on dit souvent que c'est les Britanniques d'Amérique du Sud. C'est des gens plutôt calmes, plutôt posés, enfin voilà, plutôt droits. Et d'un autre sens, en effet, ils ont ce côté ouais, parfois un peu mégalo. Moi, ce que tu dis là, l'ambition de construire le plus grand stade, le plus grand complexe de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, ça me fait penser à la construction de leur tour qui s'appelle la tour, je ne sais plus. Voilà, ils ont la plus grande tour d'Amérique du Sud et elle a vraiment été construite pour montrer à l'Amérique du Sud que le Chili avait de quoi construire la plus grande tour d'Amérique du Sud. Et c'est ouais, assez rigolo ça parce que il y a pas à Santiago, il n'y a pas énormément de grands immeubles comme à São Paulo, par ouais, exemple, où c'est une vraie ouais. champignon-nière. Non, et du coup, il y a cette espèce de grande tour, j'allais dire autre chose, mais on va pas le dire, de Oui, grande oui. tour qui sort du petit quartier d'affaires et qui détonne dans le paysage. Et ce qui est Ouais, impressionnant, c'est elle est totalement prévue pour les séismes. Et c'est un mais modèle mais de technologie pour ça. Bref. ouais, mais c'est là, mais tu vois, si on en revient à ce qu'on disait, au tout début, dans l'abandon, plus ou moins annoncé à terme du nouveau projet, du dernier projet en date, Laguna Carén qui était le lieu où devait construire ce stade, ils ont clairement dit qu'ils voulaient faire la Silicon Valley du Chili, tu vois? On est toujours dans la mégalomanie absolue. Alors le projet, sur le papier, il est magnifique, mais Pas voilà, du on est tout, je trouve ça toujours très modeste. T'as raison. Non, non, mais voilà, tu vois, on est toujours dans cet esprit-là et c'est vrai que même appliqué au club et surtout à la Houe, hein, très clairement, Monumental de Colo-Colo, l'idée c'était pareil, hein, c'était de faire le plus grand stade du pays. Ça avait mis un peu le bazar parce que, au final, le gouvernement, pour le coup, ne voulait pas que le stade de Colo-Colo soit plus grand que l'Estadio Nacional en termes de contenance, de capacité, pardon. Parfois c'est la contenance et voilà, donc il y a toujours eu voilà, il y a toujours ces ambitions-là. Donc oui, la mégalomanie a fait partie de l'histoire, des projets, de l'Estadio de la Houe, même si franchement les derniers projets, ceux de 2014, les différentes maquettes qu'on a vues, c'est pas des stades démesurés, c'est pas des voilà, on est vraiment j'ai presque envie de dire, on est un peu calme pour le coup, dans la présentation des projets. Bah dis donc. Mais pour en revenir Ouais, à l'historique, donc là on était dans les années 40, tu dis qu'il y a eu ouais, 7 projets, et là donc dans les années 40 on est sur le projet mégalo, mais après, ouais. moi du coup si je fais passer les décennies, j'en arrive logiquement à 62, et la Coupe du Monde au Chili, il y a eu quelque chose par là, non? Du coup j'imagine. Et ben, pas vraiment, pas vraiment. Le vrai projet qu'il y a eu, ensuite pour l'Universidad de Chile, il revient vraiment, bah, pendant la dictature, hein, dans les années 70. À partir de 73, il faut dire qu'en 73, la Houe possédait une terre d'accueil
pour son stade, tu vois. Ils en ont plus aujourd'hui, mais en 73, ils en avaient une qui en plus était dans un des quartiers les plus où les terrains étaient les plus chers à l'époque. C'est peut-être encore le cas, Las Condes. Je suis pas Ah sûr. oui, Las Condes, ici, ouais, Las Condes, c'est un Mais quartier, je crois que si quand même, c'est un quartier quartier huppé. bien riche, Mhm. ouais, voilà. Et ils avaient des terrains. Ils avaient des terrains, donc forcément, eh ben, ils avaient des projets, pour poser des stades là. Il y a eu un projet pour un stade, alors tu vois, on est sur une échelle beaucoup plus réduite pour le coup d'un stade de 15 000 places en 73 et plusieurs projets vont arriver et notamment au début, tout début des années 80, sous la présidence de Rolando Molina, qui va faire pas mal de dégâts sur ce terrain-là. Et il y a un projet très rigolo qui était de créer, ils avaient pareil, là, ils avaient annoncé le nom du stade, l'Estadio José Miguel Carrera, qui est l'un des libérateurs du Chili. Voilà, c'était un hommage à ça, tu vois. La mégalomanie n'était que sur le nom du stade, on va dire. Et ce qui est vachement drôle dans l'histoire, c'est que, bon, voilà, ils avaient présenté un projet, et ils avaient été plus loin, ils avaient acheté un stade en kit. Un Donc, en stade gros, en avec des kit. ouais, en fait, des structures métalliques, tu vois, des stades, voilà, faciles à construire. Et donc, en gros, il suffisait de le poser, plus ou moins. Ils avaient acheté ça au Brésil. Alors, selon certaines sources, c'est au Pérou. Mais bon, alors voilà, au Pérou, au Brésil, on sait pas trop. En tout cas, c'était pas au Chili. Et là où c'est amusant, c'est que du coup, bah, il n'y a pas de port. Hein. Si vous connaissez un peu votre géographie, il n'y a pas de port à Santiago. Hein. Et Non, donc, le port le plus proche est à 1 heure et demie, c'est Valparaiso. voilà. Voilà. Et ben, ils avaient choisi encore plus simple, ils avaient fait livrer les trucs à Iquique, donc beaucoup plus au nord. Et là où c'était amusant, c'est que du coup, il fallait des sous pour tout cela. Donc ils avaient une partie des sous, mais ils n'avaient pas complètement l'argent. En fait, ils avaient l'argent pour acheter le stade, mais ils n'avaient pas l'argent pour payer le transfert depuis Iquique jusqu'à Santiago, ni les frais de douane. Donc les structures métalliques sont arrivées à Iquique et c'est resté bloqué. Et donc ils ont essayé de faire des levées de fonds pour, bah voilà, justement, pour financer ça. Sauf que début des années 80, on est en pleine dictature au Chili. Des clubs comme l'Universidad de Chile, justement, économiquement parlant, ont été violemment impactés par la dictature, hein, parce qu'il y a eu des réformes au sein des universités qui ont mis à mal ces clubs-là. C'est aussi pour cela, petite parenthèse, hein, si vous regardez les palmarès du championnat chilien, vous allez voir qu'à partir de la deuxième moitié des années 70, on va voir arriver des équipes particulières pour gagner des titres. Union Española, Palestino, qui ont de quoi trouver des subventions ailleurs que dans les subventions publiques. Donc concrètement, les clubs des communautés ou des clubs un peu plus privés. Et là où elle souffre énormément économiquement parlant. Et entre le moment où elle a son projet de stade, le moment où elle commence à acheter son stade et donc faire un emprunt auprès d'une banque au Brésil, le génie de la chose, c'est qu'ils ont fait un emprunt en dollars américains. Et comme la monnaie chilienne s'est cassée la gueule, pendant cette période-là, ils se sont retrouvés dans l'incapacité totale de rembourser le prêt à la banque et de payer les transferts. Donc au final, leur stade en kit, eh ben, il est resté à pourrir. Les structures métalliques sont restées, entre guillemets, à pourrir à Iquique jusqu'à ce qu'elles soient vendues. On l'a appris plusieurs années plus tard. Elles ont été vendues. Et donc, ils avaient un terrain. C'est hallucinant comme histoire. Ça a été vendu à qui, on sait? Bah, c'est pas très clair. J'ai pas trouvé cela. Je me souviens plus à qui ça a pu être vendu. Ils ont fini par le vendre. Je sais qu'ils ont fini par vendre, par les revendre parce qu'elles étaient restées dans la zone de transit au port, en fait, au port d'Iquique, tout simplement. Ils avaient pas de quoi payer les frais de douane, ni les frais de transfert. Donc, les structures sont restées en attente. Donc voilà, ça, c'est début des années 80 et je crois que, si j'ai bonne mémoire, il me semble que ça a été, annoncé, presque 10 ans après, comme quoi, ils avaient fini par vendre ces trucs-là qui leur servaient plus à rien, quoi. Parce que l'autre couche dans l'histoire, c'est que le fameux président Rolando Molina, qui a été finalement assez proche de Pinochet, parce que tu vois, alors le club a souffert, mais bon, hein, quand même. Eh ben, lui, il a décidé tout simplement de refiler le terrain à Las Condes, de le refiler à l'État. Et donc voilà, là où s'est retrouvé sans plus aucun terrain pour construire rien. Donc tout a été abandonné milieu des années 80. Il a refilé le stade en 85, si j'ai bonne mémoire. Enfin, le stade, le terrain à Las Condes, 85 par là. Et c'est pendant cette époque-là que Colo Colo était en train de finir de construire son Estadio Monumental et que est arrivé le mythe comme quoi le stade de Colo Colo avait été financé par Pinochet, ce qui est totalement faux. Et au final, c'est Laou qui a fait don de son terrain à Pinochet et qui du coup s'est retrouvé avec un stade en kit au fin fond d'un port et un terrain qu'il n'avait plus. C'est C'est voilà, c'est l'histoire de hallucinant. Laou des années 80. C'est hallucinant comme histoire. Et faut juste pour préciser, hein, pour terminer ce chapitre dictature, que le stade dans lequel là où joue le plus, qui est l'Estadio Nacional, je ne me trompe pas, Oui. l'Estadio Nacional, sous l'époque Pinochet, c'est un haut lieu de répression dictatoriale. Et voilà, c'est encore aujourd'hui, je pense que pour là où c'est compliqué émotionnellement de jouer dans un stade comme l'Estadio Nacional. Bah, l'Estadio Nacional est toujours marqué, hein. Si vous avez la chance un jour d'y aller, à titre personnel, j'ai eu cette chance-là d'aller, dans ce stade. Derrière l'un des 2 buts, il y a
une partie de la tribune qui est restée telle qu'elle était à l'époque de la dictature, donc avec les bancs en bois et sur laquelle personne ne va s'asseoir, hein. C'est vraiment complètement fermé. Et voilà, il y a toujours les stigmates. C'est un peu comme une énorme cicatrice parce que ça prend de la place, hein, quand même. C'est une énorme cicatrice dans le stade. Ça a été un haut lieu de la torture sous Pinochet. Voilà, dans les vestiaires et dans le petit stade qui est derrière, dans le vélodrome qui est à côté de l'Estadio Nacional. Et il y a des gens qui ont connu la dictature qui ne peuvent pas mettre les pieds, soit qui ont connu la dictature directement, soit qui ont connu des gens qui sont passés dans cet Stadio Nacional pendant la dictature. On pourra en avoir discuté avec des gens sur place. Il y en a qui ne peuvent plus s'approcher de ce stade-là, qui ne veulent pas y mettre les pieds. Donc oui, il est encore fortement marqué. Pour ceux qui connaissent un petit peu ou pour ceux qui ne connaissent pas, faut que j'arrête de dire ça, justement, pour ceux qui ne connaissent pas la culture un peu chilienne et le peuple chilien, faut se rappeler historiquement que la dictature, c'est il y a à peine 30 ans, 20 ans, 30 ans. Avec le plébiscite de 88. C'est ça, 88. Donc 30 ans d'ailleurs, mon année de naissance. Et comment dire, c'est un peuple, quand on les fréquente aujourd'hui, qui est encore marqué par ces années de dictature. Et on sent leur côté austère, ils le tiennent aussi encore de ces années-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été habitués à pendant une grosse décennie à ne pas faire la fête, à ne pas être festif, à baisser la tête, à filer droit. Et ça se ressent encore aujourd'hui. Ça a été très très fort. Ouais, et ça va même un peu plus loin, et c'est une chose qui est assez marquante quand on va au Chili et quand on s'aperçoit que, alors je sais pas si comment dirais-je, si le deuil de la dictature, façon de parler, n'a pas été, si la fin de la dictature n'a pas été complètement digérée, mais on sent que c'est pas encore complètement marqué, que c'est pas encore complètement, c'est pas blanc et noir. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui finalement vont nous dire, encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, vont nous dire, bon finalement, c'était pas si terrible. Alors que, mais voilà, il y a d'autres pays sud-américains qui sont sortis de dictature et pour lesquels, voilà, la question, je vais pas dire elle est réglée, mais en tout cas, on a du mal à reconnaître dans l'héritage. Là, il y a encore des gens pour qui c'est pas encore complètement, c'est pas encore, ils sont pas encore complètement marqués ou complètement. Alors, est-ce qu'ils ont peur encore de dire clairement, de critiquer ouvertement la dictature? Je ne sais pas, mais voilà, c'est pas encore complètement terminé en fait, hein, dans les mentalités, dans les esprits, pardon. Et derrière, je parlais de mégalomanie, on va y revenir toutes les années 90 où on a plusieurs projets. On a carrément un projet qui s'appelle la Ciudad Azul, voilà, la cité Azul. C'est l'un des surnoms du club, hein, les Azul. Voilà, un truc, 127 hectares, enfin. Je te laisse même pas imaginer le budget de la chose. Pareil, hein, ils avaient tenté de lever de fonds, ça avait été une catastrophe absolue, ça n'a pas marché. Et c'est devenu aussi parfois un élément électoral quand on voulait accéder à la présidence de la OU. Certains ont voulu s'en servir, avaient soi-disant tout réglé, tout était bouclé, machin, et n'ont pas été élus, donc finalement il n'y a pas eu de stade. Et donc voilà, pour dire clairement les choses, le dernier projet de 2014, je pense qu'on va bientôt pouvoir l'enterrer. Alors comme je suis fort en pronostic, ça peut donner de l'espoir au peuple de la OU, qui voudrait dire qu'ils auraient maintenant le stade. Mais voilà, tu vois, on est dans une longue histoire, on a passé les 80 ans de projet, on est toujours sans stade à l'Universidad de Chile. Eh ben écoute, on a bien fait le tour, on a bien, je pense qu'on a bien vu là sur ce petit focus en quoi les histoires de stade au Chili et pour la OU en particulier étaient vraiment quelque chose de très important et avait un impact historique majeur. Et puis là, oui, moi je connaissais pas ces histoires de port et de stade en kit. C'est la première fois que j'entends ça, c'est assez énorme. Et juste pour la culture G, cette fameuse tour dont j'ai parlé, elle a été construite et terminée en 2014. Elle a dépassé une tour, la Torre Mayor de México DF, en taille pour devenir la plus grande d'Amérique latine. Et c'est la Torre Costanera. Voilà. Elle fait 300, elle fait 300 mètres et des baluches. Enfin, voilà, mais c'est assez drôle de la voir. Il y a des très belles photos avec la Cordillera de los Andes derrière. Ah ouais. Et ben merci beaucoup Nicolas. Et ben je t'en prie Simon. Merci à toi. Et la prochaine fois, on parle du Chili, on parle du championnat. Allez, ça marche. En plus c'est un des plus beaux d'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est un des préférés. J'adore aussi. Colo Colo Forever. Faut pas le dire. Ah oui, non, on vient de parler de la OU pendant. Non, mais on est neutre. Voilà, bien sûr. Allez, ciao Nico. À la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette seconde émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!